Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Il y a 40 ans, disparaissait une des figures les plus éminentes du paysage intellectuel en France. Raymond Aron est né à Paris en 1905 et décédé en 1983. Philosophe, sociologue, politologue, historien et journaliste français. Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour Rafi. Alors, est-il nécessaire d'abord de vous présenter à nos auditeurs ? Je rappelle que vous êtes le directeur du journal Actualité Juive et vous êtes professeur de lettres à Lille. Aujourd'hui, c'est au titre du professeur de lettres, d'ailleurs moderne, et le germaniste que vous êtes, nous avons le plaisir de vous recevoir. Vous publiez ces jours-ci votre dernier ouvrage précisément consacré à Raymond Aron, le penseur des prochains jours, ce que nous lui devons aux éditions Les Presses de la Cité. Alors, Alexis Lacroix, dans votre dernier livre sur la République de Weimar, vous avez intitulé La République assassinée, vous nous avez déjà raconté l'étonnant séjour berlinois de Raymond Aron. Alors pourquoi revenir aujourd'hui avec un livre entier ? Alors, je vais vous dire la vérité. D'abord, merci Rafi de votre invitation et de cette présentation si généreuse. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. D'abord, pour une raison, j'allais dire biographique. On se connaît depuis longtemps, on est amis depuis longtemps, on est pas mal sur la même longueur d'onde dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est grâce à vous que j'ai rejoint les équipes de ce qui était alors Judaïque FM, avant sa fusion, grâce à Marc Eisenberg et à Dominique Romano, avec Radio J. Et donc, c'est vrai que je vous dois beaucoup, et ma présence ici, enfin à ce micro, vous est due en grande partie. Alors, pour vous répondre sur Aron, puisque c'est aussi de cela que nous allons parler. En fait, ça fait longtemps que je le lis, ça fait longtemps que sa pensée m'intéresse, j'allais dire même plus que ça, me hante, m'habite au fond, et que j'ai voulu répondre à une commande que m'avait faite il y a fort longtemps, il y a 20 ans maintenant, presque 20 ans, mon ami Bernard-Henri Lévy, lors d'un déjeuner, c'était pas très loin d'ici, c'était à côté de l'Élysée. On était au printemps, on était détendu, il avait retiré ses lunettes noires, enfin il était moins dans la mise en scène de soi qu'on ne pourrait le croire. Et il me dit, mais vous devriez écrire sur Aron. Et j'ai senti, si vous voulez, qu'il y avait un sujet d'importance pour moi, qui était probablement d'ailleurs une rencontre avec la vérité, parce que la vie intellectuelle, elle peut être dans le fake, elle peut être dans le faux self, mais elle peut être aussi un acheminement vers une forme de vérité de ce qu'on pense, au fond en se confrontant d'ailleurs à d'autres pensées, à d'autres écrivains, etc. Et finalement, là j'ai eu le déclic, je dois le dire, c'est vrai, après le livre sur Weimar, pour continuer un travail un peu plus systématique sur ce que Aron apporte à notre actualité. Vous avez effectivement bien campé le début. Aron, il a 25 ans, il fait ses études en romanistique et en philosophie, avec un grand professeur d'ailleurs juif qui s'appelle Loh Spitzer. Et là, il va découvrir, au fond, la montée de la violence, de la violence politique, absolument, à Cologne d'abord, puis à Berlin. Et il découvre la montée de la violence politique, le satanisme de l'hitlérisme, et que tant de gens en France, à ce moment-là, sous-estiment en pensant que, bon, c'est juste un homme à poigne, Adolf Hitler, etc. Et donc, ça a été un saisissement pour lui, et ça a beaucoup compté dans son éducation intellectuelle. Je racontais ça, vous avez raison déjà, dans La République assassinée, mais je me suis dit, je vais le déployer. Voilà, je vais le déployer sur j'allais dire, l'étendue du siècle qui a suivi. C'est-à-dire, vous répétez un peu ce que disait Lévi-Strauss à partir. C'était le professeur de l'hygiène intellectuelle. Alors voilà, il l'est devenu d'ailleurs, vous savez, il l'est devenu parce que, alors moi je ne l'ai pas connu, bien sûr, pour des raisons biographiques évidentes. Bernard-Henri Lévy, que j'ai cité au début, l'a connu. Vous l'avez sans doute croisé dans de nombreuses enceintes communautaires, notamment puisqu'à la fin de sa vie, il venait dans des colloques, les colloques des intellectuels juifs, etc. Voilà, il a eu un retour d'ailleurs, une sorte de teshuva intellectuel vers le judaïsme dans les années 70 et puis même 80. On en parlera après le saisissement de 67. Mais c'est vrai que, si vous voulez, il est devenu ce professeur d'hygiène intellectuelle face aux fascinations convergente de beaucoup de penseurs, de beaucoup de gens, au fond, dans l'espace public, même au-delà des penseurs, pour la violence, pour toutes les formes de violence politique. Et ça commence, évidemment, chez lui, face au nazisme, dans les années 30, et ensuite, face au communisme soviétique, dans les années 50, il se dissocie
tout en restant leur ami. On va développer ce point. Voilà. Alors, dans votre livre, Alexis Lacroix, vous rappelez les liens entre le grand philosophe et l'homme politique qui était Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui les a rapprochés à Londres dans les années 40-41 ? Ce qui les rapproche, c'est Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? Ce qui les rapproche, vous avez raison, c'est une très bonne question. Ils sont très éloignés, j'allais dire, par les sociologies respectives. Hein. Nous avons affaire, dans un cas, à un sociologue, un philosophe, juif, grandi dans le franco-judaïsme, c'est-à-dire ce républicanisme juif de la Troisième République. Israélite français. Exactement, des marges orientales du pays. À l'époque, il y avait beaucoup de juifs alsaciens et lorrains, pour certains d'origine polonaise ou allemande, mais enfin, ils étaient quand même très profondément enracinés dans les campagnes d'Alsace et de Lorraine. La famille d'Aron, c'est ça. Hein, il vient de Rambervillers, qui est une petite bourgade du nord-ouest du département des Vosges. Donc, il vient de là. Charles de Gaulle, c'est pas la même chose. C'est pas, si vous me passez l'expression, comme diraient les jeunes, c'est pas la même came. Vous voyez, Charles de Gaulle, c'est l'île, c'est la bourgeoisie catholique, monarchiste, probablement avec beaucoup de gens d'Action française dans sa famille. Vous voyez, sa formation de base, c'est Maurras, c'est Bainville. Avec une odeur d'antisémitisme ? Non, je dirais pas ça, parce que si vous voulez, il y avait des ultra-conservateurs catholiques qui n'étaient pas antisémites, heureusement. Mais par contre, effectivement, si vous voulez, vous savez bien que dans la vie sociale, même en France aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas faits pour se rencontrer. Et pourtant, ils vont se rencontrer et ils vont mener des combats communs. C'est ça d'ailleurs la République. Qu'est-ce qui les a rapprochés à Londres ? Le refus du défaitisme et de la morgue du nouveau régime qui leur est apparu tout de suite, pour des raisons différentes d'ailleurs, comme une usurpation. Comme un régime... L'inquiétude de l'avenir de la France. Exactement. C'est pas possible que la France s'efface d'elle-même. C'est pas possible qu'elle s'absente de son histoire de grandeur. Voilà ce qui les rassemble fondamentalement. Et pourtant, évidemment, il y a plein de choses, on le verra d'ailleurs ultérieurement, qui vont à nouveau les différencier l'un de l'autre, les opposer l'un à l'autre. Alors Alexis Lacroix, j'entends bien cette rencontre à Londres, mais pendant la guerre froide, Raymond Aron n'avait cesse de dénoncer avec courage d'ailleurs ce qu'il appelait l'opium des intellectuels. C'était l'allusion à la fascination qu'avaient les intellectuels pour l'Union soviétique, mais il dénonce en même temps ce qu'il appelle l'école de l'intérêt national, entre guillemets, c'est-à-dire une école incarnée par plusieurs stratèges américains. Et de quoi s'agit-il très exactement ? Alors il s'agit en fait, si vous voulez, de la pensée d'Aron qui est une pensée nuancée. Je vais très vite parce que c'est passionnant. Vous avez rappelé L'opium des intellectuels, c'est un grand livre. Hein. Bon, c'est un livre de combat intellectuel comme il a pu en faire, qui ne sont pas donc des livres universitaires, mais qui sont vraiment des livres engagés, on dirait aujourd'hui, des essais d'intervention dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il cible ? Il cible les compagnons de route, notamment Jean-Paul Sartre, même si c'est son ami. Mais enfin, voilà, la vie intellectuelle, elle est faite aussi de débats, même avec les amis. L'amitié avec Sartre, c'était une façade ? Non, je crois qu'ils ont été réellement amis, comme il était ami avec Nizan et la famille de Nizan, c'est-à-dire en fait d'Emmanuel Todd aujourd'hui, oui. Les Alphen, et comme il était aussi très ami avec Merleau-Ponty. Mais par contre, il ne les a pas suivis sur l'URSS. Voilà. Il a pensé dès décembre 46, janvier 47, quand la logique de guerre froide s'installe, que c'est dangereux de se mettre à la remorque de l'URSS. Dites-vous bien qu'il est encore socialiste, parce qu'il vient des rangs de la gauche républicaine, hein, fondamentalement. S'il faut mettre des étiquettes d'aujourd'hui, il serait entre, à l'époque, je veux dire, ses bases, c'est entre ce que Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls incarnent. Ça n'est pas un homme de droite sociologiquement. Mais là, il va rejoindre progressivement... La social-démocratie ? Ouais, la social-démocratie républicaine de la Troisième République, absolument. Qui a été incarnée par beaucoup de juifs, d'ailleurs, qui étaient les fameux fous de la République. Et donc, il vient de là. Mais il refuse l'embrigadement par Moscou. Beaucoup d'intellectuels sont à plat ventre devant l'Union soviétique dans ces années-là. Hein. Les années, on va dire, en gros, pour aller vite, les années 46-55, totalement à plat ventre, totalement aveuglés par Raymond Aron. Et par ailleurs, et c'est là qu'il est intéressant, il n'est absolument pas la caricature de l'intellectuel de guerre froide qu'on a fait de lui. Et c'est la raison pour laquelle, on en vient à Morgenthau, il va aussi polémiquer avec des stratèges américains, on dirait aujourd'hui des spin doctors, si vous voulez, Raffi, de l'Amérique, notamment ce Hans Morgenthau. Qu'est-ce qu'il reproche à Hans Morgenthau ? Je vais le dire avec mes mots à moi, son machiavélisme, c'est-à-dire de penser que les États-Unis, dans le contexte d'adversité extrême de la guerre froide, n'ont qu'un seul intérêt, qui est de défendre leur intérêt national. Il dit non. La grandeur des démocraties, c'est qu'elles ne défendent pas que leur intérêt national. Et il reproche une deuxième chose à Morgenthau qui est liée, Raffi. Morgenthau dit tous les pays
quel que soit leur type de régime, république démocratique, tyrannie libérale, bolchevisme, aujourd'hui nation terroriste comme l'Iran, sont fondamentalement guidés par la même politique étrangère. Aron dit, mais c'est du bullshit total, c'est totalement faux. C'est une vision du monde totalement fausse. Donc vous voyez, il n'est pas réductible à la caricature de l'intellectuel de guerre froide américain qui se serait totalement confondu avec les intérêts de la bannière étoilée. Il est beaucoup plus subtil que cela. Mais pourtant, Raymond Aron aimait les États-Unis. Je veux dire que, autrement dit, on le savait très attaché aux relations franco-américaines. Comment vous comprenez cette difficulté ? Enfin, c'est pas une difficulté, c'est sa liberté d'esprit. Mais vous avez raison, sur le fond, effectivement, Raymond Aron ne cessera de célébrer les États-Unis. Non pas qu'il adhère à tous les aspects de la politique américaine, mais il pense effectivement, comme peu d'intellectuels de l'époque, que la grande révolution américaine, l'indépendance de 1976, avec les grandes figures que vous connaissez, Jefferson, etc., a réalisé les idéaux des Lumières. Et donc, si vous voulez, là, il se dissocie de la majorité des intellectuels de son temps, qui sont, on va dire, pour faire très vite, en France, la plupart du temps, inspirés par un soupçon, voire une haine vis-à-vis de l'Amérique. Les communistes, évidemment, à l'époque, il y en a plein qui considèrent que l'Amérique, c'est le diable incarné, mais aussi les gaullistes. Vous savez bien que les gaullistes n'ont jamais eu une relation très claire avec les États-Unis, et ils se sont très vite posés en challenger, en quelque sorte, des États-Unis, par Raymond Aron. Oui, mais est-ce qu'il y était une réaction par rapport à cette fascination de certains intellectuels pour l'URSS ? Est-ce que pour lui, c'était en réaction qu'il s'est, entre guillemets... Non, je ne crois pas que c'était en réaction. Parce que ce que j'ai compris en travaillant de manière un peu plus systématique sur lui, là, disons, on va dire dans la dernière année, c'est que Raymond Aron, on ne le comprend pas si on en fait le porte-étendard du libéralisme. Vous voyez, il est beaucoup plus que cela. Il n'est pas réductible au libéralisme. Raymond Aron, c'est d'abord un produit des idéaux des Lumières de la Troisième République. Ça paraît paradoxal, mais c'est ça que j'essaye de ramener dans le livre. Et donc, qu'est-ce qu'il voit dans les États-Unis ? Toute critiquable que puisse être leur politique, même aujourd'hui on peut critiquer la politique des États-Unis, mais il voit d'abord Raffi dans les États-Unis un produit achevé de l'esprit des Lumières. Et de ce point de vue-là, Raymond Aron, il a aimé la France en tant qu'elle est républicaine, et il a profondément aimé les États-Unis en tant qu'ils sont le produit de cette révolution des Lumières. Alors, pour que ça soit clair pour nos auditeurs, Alexis Lacroix, vous décrivez, Raymond Aron à la fois comme une espèce de perturbateur hostile aux intellectuels qui défendaient l'URSS, et je veux bien vous entendre, mais l'homme politique... C'est ce que j'appelle, avec mes mots en rigolant, mais left disturber, hein, celui qui empêche la gauche de tourner en rond, vous voyez, qui dérange la gauche. Mais l'homme politique est cohérent, car vous rappelez-vous qu'il était favorable à l'indépendance de l'Algérie. Diriez-vous que Raymond Aron, c'était un peu le en même temps avant l'heure ? Non. Parce que le en même temps d'aujourd'hui, vous le voyez, aboutit à une sorte de méli-mélo de salade à la grecque, dans lequel il y a des ingrédients disparates, et il n'y a plus de cap, et il n'y a plus de cohérence. D'ailleurs, personne ne comprend la cohérence du gouvernement qui a été nommé il y a quelques jours. C'est très difficile de la comprendre. Donc ça n'est pas le en même temps, enfin en tout cas ça n'est pas ce qui est devenu le en même temps macronien. Non. Raymond Aron, c'est d'abord quelqu'un qui se fie à son jugement. C'est-à-dire il pense, peut-être qu'il a tort, mais il pense qu'un être humain, quand il lit, quand il réfléchit, peut se fier à son jugement et penser par lui-même, et parfois contre lui-même. Et donc, nous comprenons la raison pour laquelle il y a des positions qui peuvent paraître au premier abord paradoxales, mais qui en fait sont logiques. Dans le cas du communisme, il le rejette et il dérange la gauche de son époque. Dites-vous bien que 90% des gens de gauche des années 50 et 60... Pourtant, ils venaient de cette gauche-là. Mais bien sûr, mais c'est justement ce qui est intéressant. Dites-vous bien que les 90% des gens de gauche de l'époque, même les socialistes modérés, les chrétiens de gauche, etc., ils sont fascinés par l'Union soviétique. Ils attendent beaucoup de l'Union soviétique. Pas simplement les hommes politiques, et aussi la caste des artistes. Exactement. Et on peut faire un parallèle avec aujourd'hui. Malheureusement, de plus en plus de gens qui se classent à gauche en France aujourd'hui, sont plus ou moins woke. Voilà. Bon. Eh ben, à l'époque, le politiquement correct n'est pas woke, il est soviétophile, mousquetaire. Bon. Eh ben, Raymond Aron le combat. Mais d'une autre manière, il combat aussi
dans ce qui est devenu son propre camp, c'est-à-dire la droite libérale atlantiste, tous ceux qui disent c'est impossible d'envisager un autre destin pour les départements d'Algérie que le maintien à l'intérieur de la République française. Et ça va lui causer de nombreux problèmes dans son journal, Le Figaro, puisque Le Figaro le dessaisit du traitement de la guerre d'Algérie. Il n'a plus le droit d'écrire une seule ligne, Rafi, une seule ligne sur la guerre d'Algérie. Il a été éjecté de... Non, pas éjecté, il a été gardé, mais censuré. Ce qui prouve d'ailleurs que les phénomènes de censure qui sont très nombreux dans la presse aujourd'hui, les journalistes n'en parlent pas parce qu'ils sont terrifiés par les oligarchies médiatiques. Il faut rappeler que Le Figaro était sur une ligne oui, mais Algérie française. Certes, mais si vous voulez, déjà à l'époque, il y avait, même dans les grands journaux, des sujets sur lesquels on ne pouvait pas contester la ligne du journal. Voyez ? Et donc effectivement, il a été victime d'une censure manifeste de la part du Figaro, qui par ailleurs s'est rattrapé ensuite à son égard. Alors, est-ce que vous diriez, juste une parenthèse, avec la disparition de Raymond Aron, Alexis Lacroix, oui. Est-ce que vous pensez que cette idée que les intellectuels représentaient la conscience de la cité, est-ce que la conscience de l'éthique, est-ce que vous pensez que cette situation est révolue, terminée ? J'espère que non. Mais je suis forcé de constater, et sans doute que vous partagez beaucoup d'auditrices, d'auditeurs de Radio J qui sont avec nous ce dimanche matin, se posent la question. Alors, on n'a pas de réponse définitive, mais on se pose la question. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? Selon Raymond Aron, c'est quelqu'un qui suit, j'allais dire, les intuitions de sa propre raison. C'est-à-dire qui est capable d'un esprit d'examen indépendant des idéologies. David Riesman disait, avant tout, il était concerné par la recherche de la vérité. Aron était, l'ennemi de tous les déterminismes. Exactement. Vous partagez cette réflexion ? Ah, totalement. C'est extrêmement bien vu de la part de Riesman, parce qu'effectivement, dans l'histoire d'Aron, il s'est toujours battu contre tous ceux qui étaient enfermés dans des philosophies de l'histoire. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais les intellectuels, cher Alexis Lacroix, ils sont moins prisonniers de philosophie de l'histoire. Oui, mais ils sont prisonniers d'autres choses. Ils sont prisonniers des éléments de langage communicationnel. Regardez le nombre de crétins qui, depuis 4 jours, répètent en boucle les éléments de langage prodigués par la Macronie autour de ce remaniement. Et quand je dis crétin, je ne vise personne en particulier, mais je veux dire, c'est très difficile dans les médias de maintenir les exigences d'une vie intellectuelle autonome, alors même qu'on est bombardé par des propagandes démocratiques, entre guillemets, qui ont l'air comme ça sympathiques, mais qui sont extrêmement contraignantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour la vie intellectuelle, il y a un défi. Qu'est-ce qu'aurait Il y a un dit... défi, c'est maintenir cette connexion. Vous venez de citer Riesman, c'est brillant ce que vous avez cité, Rafi, je vous remercie de l'avoir extrait du livre. Mais Riesman, il pense la vie intellectuelle à un moment qui n'est pas le nôtre. Nous sommes envahis par les communicants de tous côtés, Comment on maintient l'autonomie du jugement et de la raison personnelle dans le monde de la communication instantanée et globalisée ? C'est ça le vrai défi pour la vie intellectuelle aujourd'hui. Alors, on a parlé d'intellectuel, de l'homme, mais Alexis Lacroix, juste une question qui pourrait tarauder nos auditeurs. Ouais. Raymond Aron, quel juif c'était Raymond Aron ? Alors, ça c'est une très très bonne question. Car... Vous savez assimiler, on savait israélite français, mais en réalité, vous qui avez travaillé sur son parcours, quel juif était Raymond Aron Alors, je vous l'ai dit, d'abord, petit-fils de ce judaïsme très assimilé des marges orientales de la France, pour le dire clairement du département des Vosges, mais d'abord un juif fidèle, absolument athée, ça c'est clair, je crois qu'il n'était pas habité par la question de la transcendance de la Shekhinah, comme nous disons dans notre tradition. En revanche, il souhaitait être fidèle. Comme d'autres d'ailleurs, comme Alain Finkielkraut aujourd'hui, il souhaitait être fidèle en dépit du fait qu'il ne soit pas croyant. Donc une chose très simple, j'ai repris cette citation du Spectateur engagé. C'est un des livres, on va dire, testamentaires au fond qu'il fait à la fin de sa vie avec 2 journalistes. Voici ce qu'il dit. Ça va résumer, si vous voulez, sa judéité. « Je n'ai jamais fréquenté la synagogue quand j'étais enfant. J'avais peu de conscience juive. La conscience juive m'a été imposée, pour ainsi dire, par Hitler, par les événements, etc., etc. Mais aujourd'hui, ajoute-t-il, à l'intention de ces 2 journalistes de France 2, si par extraordinaire je devais apparaître devant mon grand-père, qui vivait à Rambervillers, dans les Vosges, encore fidèle à la tradition, je voudrais, devant lui, ne pas avoir honte. Et Rafi, c'est très beau. Il ajoute, je voudrais lui donner le sentiment
que n'étant plus juif comme il était, je suis resté, d'une certaine manière, fidèle. Et il ajoute encore une phrase, comme je l'ai écrit plusieurs fois, je n'aime pas arracher mes racines. Ce n'est pas très philosophique peut-être, mais on s'arrange avec ses sentiments et ses idées le moins mal qu'on peut. Mais vous, Alexis Lacroix, vous semblez, je lis cette très belle citation de Raymond Aron, mais vous, dans votre livre, vous semblez, je ne sais pas, réhabiliter le franco-judaïsme aujourd'hui. C'est pas que je semble, c'est que je le fais. C'est-à-dire, j'assume parfaitement cette position que m'a inspiré d'ailleurs la méditation et les conversations nombreuses que nous avons eues avec cher Rafi, l'un de nos amis communs, qui est le grand rabbin de France, Raïm Corsia. J'assume cette position. Je pense qu'il est absurde d'adhérer aux thèses de certaines historiennes, de certains historiens, je pense à Hannah Arendt notamment, qui fait du franco-judaïsme l'origine en quelque sorte de la paralysie des Juifs de France devant les persécutions qui vont les frapper en 1940. C'est absurde. Le franco-judaïsme, pour le dire d'un mot, c'était la manifestation, la consécration, non seulement de l'intégration, mais de la participation active. C'est pas une assimilation. Non. C'était la manifestation de la participation active des Juifs français, des Français juifs, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, à l'histoire de la France et notamment à la construction de l'idée républicaine. Et donc, alors par rapport à cette question de l'assimilation, nous nous faisons une idée fausse de ce qu'était la Troisième République. La Troisième République, avec les Juifs, n'a en aucun cas prohibé la pratique religieuse, notamment ou la fidélité religieuse. C'est absurde d'avoir cette vision. Alors, c'est absurde. rapidement. Alors oui, là je suis très assertif. Et alors, je le suis d'autant plus que nos auditeurs, comme nous-mêmes, nous sommes sionistes. Mais en réalité, Raymond Aron, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il réalise au fond ? Il réalise ce que nous cherchons tous, c'est-à-dire à rendre conciliable un attachement indéfectible à la France et un attachement tout aussi indéfectible à l'état né du rêve de Théodore Herzl, cher Rafi. J'aurais voulu vous poser la question, si le temps nous a été raconté. En 67, Raymond Aron tremble pour l'État d'Israël. Tout à fait. Il va rompre avec Charles de Gaulle après sa triste déclaration. Vous allez nous dire que s'est-il passé très exactement, mais pour retomber sur l'actualité, Alexis Lacroix, si Raymond Aron était vivant aujourd'hui, quelles seraient selon vous ses angoisses, ses espérances pour l'État d'Israël ? C'est une très belle question. Alors j'ai promis... On a 3 minutes. J'ai promis à Dominique Schnapper de ne pas parler à sa place. C'est la moindre des choses. Je lui dédie le livre et je crois qu'elle l'a aimé d'ailleurs, et sa fille. Et c'est vrai qu'on ne parle pas à la place de quelqu'un qui n'est plus là. Néanmoins, on peut imaginer ce qu'il penserait aujourd'hui. Bon, je me lance puisque vous me posez cette question. Il serait intraitable dans la défense de la légitimité de l'État d'Israël face à tous ceux qui veulent aujourd'hui le nazifier, le diaboliser et le détruire par l'islamisme. Et je crois qu'il serait un combattant de la résistance indispensable des démocraties occidentales à l'islamisme. Il penserait que nous avons là un combat de civilisation à mener, je l'écris d'ailleurs, j'en suis certain. Mais attention, il l'a montré avec Begin, en 81, en 82. Il serait tout à fait capable de dire, lorsque j'entends M. Ben-Gvir, lorsque j'entends M. Smotrich, je suis effaré, je suis effrayé. Je pense qu'il trahisse Israël, je pense qu'il rend de très mauvais services à Israël. Voilà, il ne serait pas un légitimiste aveugle. Ça, j'en suis absolument persuadé. Vous voyez, on se parle cash, Rafi, aujourd'hui. Je suis sûr de ça. C'est-à-dire, il avait suffisamment de grandeur d'âme et d'intelligence personnelle, indépendamment des éléments de langage des uns et des autres, y compris des éléments de langage de l'armée israélienne, pour se faire son jugement par lui-même. Et donc je suis persuadé qu'il serait intraitable dans la défense de l'État juif. Vous l'êtes, je le suis. Mais il ne serait pas aveuglé par une certaine fascination. Il ne serait pas un suiviste des jusqu'au-boutistes de la coalition gouvernementale actuelle de Benyamin Netanyahou. Je vous le dis très clairement aujourd'hui, cher Rafi, j'en suis absolument persuadé. Mais sur le problème palestinien, c'est un homme du shalom, vous l'avez compris. C'est un homme qui déteste la violence. Il y avait même, ses amis le disent, Riesman le dit, une certaine douceur. Mais il existe des violences justes. Certes, mais il existe des violences justes, il existe des guerres justes. Israël fait une guerre juste actuellement, mais il faut aussi projeter, dirait-il, je crois, il faut aussi projeter la guerre dans l'horizon de la paix.
C'est la grande œuvre politique. Et j'ai entendu récemment, nous avons des amis communs, nous avons Shlomo Ben-Ami comme ami, par exemple. Je suis certain qu'il écouterait aujourd'hui, avec intérêt, les discours de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Ehud Barak, Shlomo Ben-Ami. J'en suis absolument certain. Ça ne veut pas dire qu'il serait pour la gauche israélienne, ça veut dire qu'il serait pour que nous fassions cette guerre et qu'ensuite nous enchaînions sur des perspectives politiques. Pourquoi Rafi ? Pour une raison très simple. Il était fondamentalement juif, il défendait Israël de toute son âme et de tout son cœur, mais il était aussi un homme des Lumières. Or, c'est quoi l'idéal des Lumières ? C'est quoi l'idéal des Lumières, Rafi ? C'est la paix. Merci Alexis Lacroix. Dans ces prochains jours, le livre va apparaître, Le penseur des prochains jours, Raymond Aron, ce que nous lui devons, paru aux presses de la Cité. Merci infiniment, cher Rafi. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Shavuot Tov.